Bonjour, je suis Jérôme Badi et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 3 de la saison 2 de VCast, le podcast média de Values. Dans la série des rétros de début d'année, nous avons voulu, après la rétro sur la consommation, dresser un panorama complet, une sorte de digest sur les médias, la publicité et les médias, et bien entendu les Français et les médias. Et pour cela, j'accueille Michael Arros, directeur général de Values. Salut Michael. Salut Jérôme. Pour appréhender cette rétro 2020, on peut peut-être tout simplement demander à Google et observer les requêtes. Alors peux-tu nous en dire un mot, nous dire les grands thèmes qui sont apparus cette année ? Oui, alors effectivement, selon Google, 2020, c'est l'année du pourquoi. Il y a eu énormément de questions. Les gens ont cherché à comprendre tout ce qui les entourait, tout ce qui était présent dans leur vie. Sur la partie France, on voit effectivement beaucoup de choses émerger, notamment justement des thèmes qui leur ont permis d'être un petit peu plus autonomes, de pouvoir créer eux-mêmes, de s'adapter et de comprendre un petit peu tout ce nouveau jargon, toute cette nouvelle société. On a retrouvé évidemment les classiques qu'on avait déjà vus sur comment faire son pain, comment équiper ses enfants, quels sont les horaires de mon coiffeur de quartier, ou quelles sont les définitions autour de notre cher la Covid ou coronavirus. Donc voilà, tous ces termes ont animé vraiment les Français cette année. Très bien. Je crois que tu t'es amusé à sortir une sorte d'abécédaire de l'année. Alors ça donne quoi et qu'est-ce qui apparaît de le plus étonnant ? Alors c'est vrai que cette année a été si particulière que les 26 lettres de l'alphabet sont assez spéciales. Alors je ne vais pas m'approprier cette découverte. J'ai repris quelques éléments notamment de France 24, mais on va retrouver des termes type asymptomatique. On va retrouver des termes comme hydrochloroquine qu'on n'aurait certainement jamais pu évoquer sur une année normale. On va retrouver un Jean-Pierre Pernaut. On va retrouver un Zoom. On va retrouver Ouran. On va retrouver donc tout un tas de jargon dont on n'avait jamais connu forcément le nom ou même les définitions. Et encore une fois, c'est preuve que cette année 2020 est assez atypique. Et alors, petit clin d'œil personnel, on a retrouvé le mot bamboche, bambocher, donc faire la fête, voilà. Donc ça, c'était la grande blague un peu sur les réseaux sociaux autour de ce mot qui est apparu également, ou qui est réapparu. Pour finir peut-être sur les mots, on aime bien s'intéresser aux mots dans VCast. On peut aussi s'intéresser aux marques. Ce sont autant de mots également qui sont présents dans nos vies. Quels enseignements on peut tirer sur les marques qui ont été les plus citées en 2020 ? Les marques qui ont été le plus citées, ça a été les marques qui ont été présentes dans ce quotidien un peu modifié, évidemment qui concernaient des besoins primaires, des besoins élémentaires, et notamment tout ce qui est marques de grande distribution, qui font partie du top 25 des marques qui ont été les plus citées durant les 2 confinements et durant le global année. On va retrouver aussi toutes les marques dites stay at home qui nous ont permis quand même de se divertir, de pouvoir justement enjamber ces mauvaises phases, et on va retrouver justement des Netflix, on va retrouver des Zoom, on va retrouver tous ces acteurs-là qui nous ont permis de garder le contact avec les proches ou évidemment juste de se divertir. Donc voilà, toutes ces marques-là ont été vraiment présentes dans notre quotidien. C'est évidemment des marques qui étaient déjà installées avant le Covid, mais c'est des marques qui se sont renforcées notamment durant cette année. Et dernier élément de constat, on va s'intéresser aux Français. Comment les Français ont-ils consommé les médias et quels sont les faits nouveaux majeurs sur cette année 2020 ? 2020 peut être considéré comme étant l'année des écrans, puisqu'on a eu effectivement un boom, quelle que soit la dimension des écrans, en termes de consommation. Ça va de la télé, en passant évidemment par le mobile, le laptop ou la tablette. On a eu des gains de plus d'1 heure sur la télévision. On a gagné jusqu'à plus de 36% d'internautes durant le confinement, durant les 2 confinements. Les titres presse ont pu eux aussi gagner des abonnés numériques massivement par rapport aux autres années. Et puis évidemment, tout ce qui est offre de SVOD, notamment avec le lancement des Salto, Netflix et autres, ont participé aussi à surconsommer ou à faire surconsommer l'écran télé notamment. Alors maintenant, on va examiner les médias un par un. On va essayer de résumer les faits les plus marquants pour chacun des médias. Et on peut peut-être commencer par la presse. Tu nous as déjà dit qu'effectivement, il y a eu un boom de la presse. Est-ce que tu peux nous préciser ça et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? La presse a justement, durant le confinement, généré énormément de consommation sur leurs properties digitales. Il faut savoir aujourd'hui qu'effectivement les marques presse ne se résument pas à l'édition papier. On est d'abord aujourd'hui attaché à la marque presse, à l'émetteur, à la rédaction, avant même le support, même si le toucher du papier peut toujours
encore séduire, et on le comprend, on l'est tous. Mais effectivement, sur la presse, on a une surconsommation du digital et de l'édition numérique. Il faut savoir aussi que durant cette période, ça a été un média qui a, entre guillemets, moins souffert que d'autres médias d'un point de vue investissement publicitaire, comme le cinéma a été impacté ou l'affichage. Et c'est aussi un média qui, encore une fois, par rapport à ce contexte et par rapport à l'explosion des fake news et de tous les contenus quelque peu farfelus qu'on peut retrouver des fois sur l'online, c'est un média qui a encore regagné, même si c'était déjà un des premiers médias, sur l'item de confiance, puisque toutes les informations que la presse émet, ce sont des informations qui sont considérées comme des sources d'informations de confiance par les Français versus les autres médias. Et ce qu'on peut même ajouter sur la presse, c'est que ce changement effectivement du papier au digital qui est déjà entamé depuis de nombreuses années, en fait, cette année 2020 a vraiment permis à beaucoup de titres de faire ce saut et de gagner en nombre d'abonnés et de permettre de stabiliser aussi leur financement, puisque ça repose sur ce duo publicité et abonnement et lecteur. Et là, effectivement, quand on est capable d'engager les gens dans la durée grâce aux abonnements, ça permet de stabiliser un peu les modèles. Sur la télé maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de marquant? Tu l'as déjà dit un petit peu en introduction sur le temps que les Français ont consacré à la télévision. Et qu'est-ce qu'on peut ressortir de l'année 2020? Oui, on l'a vu, hein, ce temps il est assez exceptionnel. Hein, on a gagné 1 heure, c'est du jamais vu. Hein. On a gagné 1 heure, et notamment sur l'ensemble des cibles, y compris sur ce qu'on considère comme étant des petits consommateurs télé, et je pense notamment aux jeunes cibles, aux jeunes populations et aux actifs urbains. On a gagné aussi sur ces cibles qui sont plus compliquées à toucher, du temps et de la durée d'écoute individuelle, donc c'est assez important. C'est un média qui a évidemment aussi beaucoup bougé. C'est finalement l'année qui a généré le plus de révolution au sein du média par rapport à ce contexte. C'est évidemment l'avènement de la télé segmentée, de l'Advanced TV et de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de ce média qui se digitalise aussi de plus en plus par la poche data-driven pour justement mieux cibler ou justement aujourd'hui aller jusqu'à la substitution d'un spot par un autre pour pouvoir toucher des foyers en particulier, et ça grâce à la télé segmentée. Donc c'est un média qui vit sa révolution, et c'est un média qui de plus en plus se digitalise et se rapproche du digital d'un point de vue ciblage. Si on veut commencer à rentrer au fur et à mesure sur la consommation vraiment des médias, c'est également intéressant d'observer l'évolution quant aux audiences, autrement dit par média. Est-ce que tu peux nous dire qui les consomme et qui les surconsomme? Tu nous as parlé notamment des jeunes qui reconsomment de la télé, mais globalement sur l'ensemble des médias. De plus en plus, on a effectivement ces baromètres de suivi d'usage des médias en fonction des cibles. Alors ça, c'est déjà un premier point, mais deuxième point aussi, ce qu'il faut voir, c'est comment aussi se consomment les médias dans une journée type, donc la customer journée média par cible. Et là, ça permet aussi de relativiser des choses aussi qu'on peut voir. On voit par exemple que sur les jeunes, on a une consommation télé qui, on va pas se mentir, s'érode d'année en année, mais sauf que sur cette même population de jeunes, la télé reste avec Internet finalement les 2 médias les plus consommés en fin de journée, donc ce qu'on appelle dans le prime. Donc il y a toujours aussi des observations assez prudentes à faire. Évidemment, les seniors ou les jeunes seniors, puisqu'on considère quand même que les 50 ans et plus sont des seniors, donc on va pas tarder non plus à y être, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Donc évidemment, ce qu'on voit, c'est que évidemment la télé est toujours un des plus gros médias avec la presse, et que Internet, notamment sur cette cible des seniors ou des silver, a permis justement à générer du nouvel internaute, des cyberacheteurs, notamment je pense à tout ce qui est utilisateurs du drive chez des populations un peu plus âgées, donc qui se sont dirigés vers le drive durant ce contexte pour pouvoir un petit peu chambouler leurs habitudes de consommation versus le retail et la grande distribution classique. Et on voit justement que ces usages digitaux ont stimulé cette population un petit peu plus âgée, et que ce nouvel usage perdure justement au-delà des confinements. On est aussi sur du 25-49 qui également consomme de plus en plus Internet, et dans Internet, on voit par exemple que le poids du social media égalise au niveau d'une journée le poids des grands médias. Et puis sur l'ensemble de la population, évidemment, en fait, on a ces tendances de fond.
où on a justement la télé qui s'érode un petit peu sur certaines cibles, mais qui continue à être un média ultra puissant, Internet qui irrigue l'ensemble des populations du début à la fin de la journée, et la presse, affichage et radio qui se maintiennent et qui progressent sur certains publics. Peut-être juste sur la radio, on pourrait peut-être faire un sort, si je puis dire, au podcast. On est bien placé pour le dire, puisque VK s'est créé en 2020. Il y a une vraie tendance là sur le podcast. Je crois qu'il y a eu des chiffres récemment là qui ont montré vraiment que même en termes de création de nouveaux podcasts, ça a été très impressionnant en 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Au-delà du podcast, c'est la tendance de fond, la digitalisation, encore une fois, du média, et notamment avec l'audio digital qui explose. On est à la fois sur du replay, à la fois sur du podcast, ou à la fois même sur de la consommation de la radio via des médias connectés. On est sur des chiffres de croissance qui sont assez hallucinants, que ça soit sur du replay qui a été multiplié par 2 en 4 ans, qu'on soit sur effectivement des populations qui écoutent des podcasts qui a explosé de plus de 50%, ou qu'on soit effectivement sur des chiffres d'écoute via des devices connectés de plus de 34% en 5 ans. Donc en fait, c'est ce phénomène de digitalisation du média qui est assez prégnant. Et sur cette partie de podcast, oui, évidemment, on est sur des podcasts natifs qui explosent. On est effectivement aussi sur des podcasts qui aujourd'hui sont téléchargés en France à hauteur de plus d'1 million, 1,2 million par mois. Donc on est vraiment maintenant sur des médias qui sont à la fois puissants, très affinitaires, 100% éditorialisés, et qui représentent justement des vraies opportunités aux annonceurs pour prendre la parole, que ce soit sur un modèle de sponsoring classique, ou que ce soit effectivement sur même la création d'un podcast dédié avec un tiers, ou de manière totalement personnalisée. On en avait parlé dans un podcast, je vous encourage à écouter notre épisode de podcast sur le podcast. Bon, maintenant, si on veut parler un petit peu de la publicité, sur quelle base on débute cette année 2021? Quelles sont les grandes nouveautés? Tu peux peut-être nous en parler par médium, ou bien sinon de façon transverse. Voilà, sur quoi on commence l'année là? Quelle base on a? On commence déjà sur une base d'année baissière, donc on a tous envie évidemment d'inverser cette tendance. On va finir très probablement l'année à moins 8% en moyenne sur le digital, mais de moins 22 à peu près sur l'ensemble des médias, ce qui fait une grosse régression par rapport à 2019, ce qui est normal. Tous les médias n'ont pas tous été touchés de la même manière. On sait effectivement que certains s'en sont mieux sortis que d'autres, notamment la radio et le digital. D'autres ont plus souffert, évidemment, le cinéma et l'affichage. Et la télé se situe un petit peu avec la presse entre les deux. Donc ça, c'est déjà un peu le constat de 2020 qui anime déjà le début 2021. Ensuite, média par média, évidemment, en télévision, on surfe sur les bonnes audiences, on surfe justement sur le post-test un petit peu de la télé segmentée qui a eu lieu au mois de décembre, et donc aujourd'hui, toutes les régies commencent à lancer leurs propres offres. France Télé a été la première à dégainer en décembre, TF1, M6, Canal et Next suivent, et donc évidemment, c'est un peu la nouveauté. On a la partie data-driven, justement, qui permet un peu d'aller au-delà et d'upgrader l'approche cible média traditionnelle, socio-démo en télé, et ce qui fait que effectivement les annonceurs aiment justement cette nouvelle possibilité, ce discours. Ensuite, en termes de radio, évidemment, il y a l'équivalent de la TNT pour la radio qu'on appelle le DAB+, donc cette nouvelle norme qui va permettre justement de pouvoir avoir des radios locales, avec pour effet la fragmentation aussi des audiences des grandes stations nationales, mais d'un point de vue utilisateur, ça va apporter justement aussi un plus par rapport à l'existant. La presse, très encouragée par la consommation numérique de leurs environnements. Le côté aussi cocorico qu'on a pu avoir et qu'on a pu lire sur le fait aujourd'hui que Google va être enfin contraint à payer justement tous les éditeurs presse pour pouvoir les utiliser, notamment dans Google Actualité. Ça, c'est quelque chose qui se trame depuis de nombreux mois, voire même maintenant depuis de nombreuses années. Donc, notamment la mise en place du droit voisin avec les éditeurs de la presse nationale et PQR. On a évidemment aussi ce qu'on a vu en 2020, je pense que ça a échappé à personne, Prestalis, la société de distribution historique de la presse, qui a cessé son activité, et évidemment il y a eu comme enjeu assez immédiat de pouvoir retrouver des alternatives à ce modèle-là, et notamment encore une fois les kiosques numériques qui le remplacent partiellement. L'affichage, évidemment, qui a souffert, notamment sur tout ce qui est affichage transport, je pense notamment à l'aérien, ou même dans les transports en commun qui ont vu justement leur fréquentation et leur remplissage baisser, et par ricochet évidemment les annonceurs.
on a effectivement un affichage qui progresse aussi beaucoup, et notamment sur la partie DOH et encore notamment sur la partie data-driven. La possibilité justement d'injecter de l'intelligence et de la data au sein des plans d'affichage pour pouvoir cibler par géographie, par heure, par données exogènes et autres. Voilà, donc on commence 2021 avec énormément de nouveautés à proposer à nos annonceurs et avec de belles opportunités. Bon, et dernier point, est-ce que tu peux nous parler des attentes des Français vis-à-vis des marques cette fois ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend d'une marque, de son expression, de sa communication et donc de son utilisation des médias ? Je pense qu'effectivement 2020, ça a encore une fois accéléré cette tendance de fond. Les consommateurs demande des comptes finalement aux marques, le fait de pouvoir s'afficher, le fait d'avoir une communication top-down, le fait d'avoir justement cette contrainte de consommer le produit, on s'en détache un petit peu et effectivement aujourd'hui on s'oriente de plus en plus, et je pense que ça n'a échappé à personne, vers des communications qui sont nécessairement plus responsables et plus porteuses de sens, et notamment ça rejoint le sujet de fond du RSE au sens large. Les consommateurs aujourd'hui veulent acheter justement des produits d'entreprise qui sont saines, qui sont responsables, qui font du bien, tout simplement. Exit aussi les postures qui sont un petit peu trop marketées, trop visibles, puisque le consommateur aujourd'hui est aussi un marketeur en sommeil. Donc on arrive très vite quand même aujourd'hui à détecter un peu les fraudes sur ce genre de discours. Donc voilà, donc la communication qui a du sens, qu'on retrouve à la fois dans le message, à la fois dans des contextes, à la fois dans la forme, ou même à la fois aussi d'un point de vue même pression publicitaire, toutes ces choses-là justement animent les agences de publicité, animent les agences médias, animent les cellules de brand content et les cellules de conseil pour justement pouvoir un petit peu trouver le bon modèle, puisqu'on sait aujourd'hui que le capital marque et les fondamentaux de marque égalisent la force même du produit. C'est-à-dire qu'une marque qui se comporte bien avec un produit satisfaisant et bon sera bien évidemment bien plus acheté qu'une marque qui peut potentiellement avoir un meilleur produit mais qui renvoie une communication qui n'est pas forcément celle attendue par le consommateur. Et puis on peut même ajouter, tu parlais des différents acteurs, on peut même ajouter le rôle des régies et le rôle des médias eux-mêmes qui de plus en plus commencent à regarder un petit peu leur impact environnemental, leur impact sociétal, et ça aussi ça va dans le bon sens pour une sorte d'écosystème un peu global entre les marques, les médias, les agences et donc au service des consommateurs qui s'améliore. Et donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà. Donc si on résume, en fait cette année 2020 a été vraiment très particulière à plein d'égards. Il y a eu des bouleversements ou du moins des changements qui étaient à petit bruit, qui ont fait beaucoup de bruit cette année. Et on débute cette année 2021, sur des fondamentaux de médias extrêmement digitalisés, avec des attentes de la part des annonceurs aussi qui sont peut-être plus grandes, et parce qu'il y a derrière des consommateurs qui eux aussi ont des attentes plus importantes et qui sont peut-être devenus de plus en plus des experts de toute cette communication. Donc c'est des super challenges. Merci beaucoup Michael pour ton expertise et pour ce podcast. Merci Jérôme. À bientôt. Quant à vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de VCast, le podcast Media Values. En attendant, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires ou vos suggestions pour de prochains épisodes. Ciao.